Il en était là de leurs entretiens lorsqu'ils virent venir sur la route deux moines de l'ordre de Saint-Benoît, abrités sous leurs masques de voyage et leurs parasols, et montés sur des mules si grands qu'on aurait dit des dromadaires. Derrière eux s'avançait une voiture escortée par 4 ou 5 cavaliers et 2 valets à pied. Il y avait dans la voiture, comme on l'apprit par la suite, une dame de Biscaye qui allait rejoindre son mari à Silly, d'où il devait passer aux Indes pour occuper une charge de la plus haute importance. Les moines et la voiture ne voyageaient pas de Les moines et la voiture ne voyageaient pas de compagnie, mais suivaient le même chemin. Don Quichotte ne les eut pas plus tôt aperçus qu'il dit à son écuyer: Ou je me trompe fort, ou voici venir à nous l'aventure, la plus extraordinaire qu'on ait jamais vue. Ces formes noires qui approchent doivent être, et, et sont, à n'en pas douter, des enchanteurs qui ont enlevé une princesse et l'emmènent en carrosse. À moi de redresser ce tort en y mettant toute ma force et ma vaillance. Mais ça finira encore plus mal qu'avec les moulins à vent. Voyons, monsieur, ce sont 2 bénédictins, et cette voiture appartient sans doute à des gens qui voyagent. Écoutez-moi et prenez garde à ce que vous allez faire. D'ici que ce soit le diable qui cherche à vous tromper. Je te répète, Sancho, que tu ne connais rien aux aventures. Ce que je dis est la vérité, et tu vas t'en apercevoir sur l'heure. À ces mots, il s'avança et alla se camper au beau milieu du chemin, par où devaient passer les moines. Lorsqu'il pensa qu'il était assez près pour l'entendre, il leur cria: Gens sans aveu, canailles diaboliques, libérez sur-le-champ ces nobles princesses que vous emmenez de force dans votre voiture, ou préparez-vous à recevoir une prompte mort en juste châtiment de vos nombreux méfaits. Les moines arrêtèrent leur monture, aussi étonnés de l'aspect de Don Quichotte que de ses propos. Monsieur le chevalier, répondirent-ils, nous n'avons rien de diabolique, nous sommes de simples religieux de Saint-Benoît, qui suivront notre chemin, et nous ignorons si dans cette voiture il y a des princesses qu'on emmène de force. Je vous connais trop bien, vil parjure, et n'ai que faire de vos belles paroles, répliqua Don Quichotte. Sans attendre la réponse, il éperonna Rocinante, et lance baissée attaqua le premier bénédictin avec tant d'ardeur et de courage que si le saint homme ne s'était pas jeté à bas de sa mule, Don Quichotte l'aurait envoyé rouler à terre, gravement blessé, sinon mort. L'autre moine, témoin du traitement que l'on infligeait à son compagnon, donna de la jambe à sa bonne et grosse mule, et s'enfuit, épouvanté dans la campagne plus rapide que le vent. Sancho Panza, voyant le bénédictin par terre, sauta rapidement de sa monture et se précipita pour lui ôter son habit. Les 2 valets à pied accoururent et lui demandèrent pour quelle raison il déshabillait leur maître. Sancho répondit que cet habit lui revenait légitimement en tant que dépouille de la bataille que le chevalier Don Quichotte, dont il était l'écuyer, venait de l'emporter. Les valets, qui n'étaient pas d'humeur à plaisanter et qui entendaient bien à ces histoires de dépouilles et de batailles, profitant de ce que Don Quichotte s'était éloigné pour parler aux gens de la voiture, se jetèrent sur Sancho, le renversèrent, et sans lui laisser un seul poil de barbe, le rouèrent de coups de pied avant de l'abandonner sans connaissance. Le bénédictin, encore tout tremblant et pâle d'effroi, enfourcha aussitôt sa mule et s'empressa de rejoindre son compagnon, qui s'était arrêté à distance respectueuse pour observer la suite de cet assaut imprévu. Puis, sans attendre la fin de l'aventure, ils poursuivirent tous deux leur chemin, en faisant plus de signes de croix que s'ils avaient eu le diable à leur trousse. Pendant ce temps, Don Quichotte conservait avec la dame du carrosse: Belle dame, vous pouvez désormais disposer de votre personne selon votre bon plaisir, car vos infâmes ravisseurs gisent à terre, abattus par ce bras redoutable, et pour que vous ne preniez point la peine de chercher le nom de votre libérateur, sachez que je me nomme Don Quichotte de la Manche,
chevalier errant et aventureux, esclave de la belle et incomparable Dulcinée de Toboso. Pour prix du service que je vous ai rendu, je ne vous demanderai rien que de faire un détour par le Toboso et de vous présenter de ma part devant cette dame afin de lui dire que j'ai fait pour ce que j'ai fait pour votre délivrance. Un des écuyers biscayens qui escortait la voiture avait tout entendu. Voyant que Don Quixote refusait de les laisser passer et prétendait même les obliger à faire un détour par le Toboso, il s'avança vers lui et saisissant sa lance, lui dit dans son jargon où se mêlait le basque et le castillan: Va donc, le chevalier, ou mal ira pour toi. Par Dieu qui a donné vie à moi, si voiture tu ne laisses pas, tu es mort aussi sûr que tu as Biscayen devant toi. Don Quixote le comprit néanmoins fort bien et répondit sans s'émouvoir: Si tu étais chevalier, ce que tu n'es point, j'aurais déjà châtié ton arrogance et ta sottise, vile créature. Pas chevalier, moi, répliqua l'autre. Je jure à Dieu, tant que tu mens, comme moi je suis chrétien. Si tu jettes lance et tu prends épée, tu verras qui des deux est plus fort. Biscayen, toujours gentilhomme. Biscayen, toujours gentilhomme, par terre, par mer, par diable, et gare à toi si tu mens. Voilà, mais c'est bien. Biscayen, toujours gentilhomme, par terre, par mer, par diable, et gare à toi, tu mens si tu dis autre chose. C'est ce que nous allons voir, répondit Don Quixote. En jetant sa lance à terre, il tira son épée, embrassa son écu et fondit sur le Biscayen avec la ferme intention de lui ôter la vie. L'autre n'eut même pas le temps de sauter à bas de sa mule, une mauvaise bête de louage à laquelle il ne pouvait se fier. Et il fut bien forcé de mettre la main à l'épée. Heureusement pour lui, il se trouvait près de la voiture où il prit un coussin dont il se fit un bouclier. Et ils se jetèrent l'un sur l'autre comme s'ils avaient été des ennemis mortels. Les assistants auraient bien voulu les réconcilier, mais c'était impossible, car le Biscayen jurait dans son jargon que si on ne le laissait pas achever sa bataille, il tuerait sa maîtresse ou quiconque voudrait s'interposer. Stupéfaite et tremblante, la dame de la voiture demanda au cocher de s'éloigner un peu et observa à distance ce combat furieux, au cours duquel le Biscayen assena un coup si violent sur l'épaule de son adversaire qu'il l'aurait fendu en deux jusqu'à la ceinture si l'écu ne l'avait protégé. Don Quixote, ébranlé par ce choc effroyable, s'écria: Ô Dulcinée, dame de mon cœur, fleur de beauté, venez en aide à votre chevalier qui, pour rendre hommage à la perfection de vos vertus, s'est mis en ce péril extrême. Invoquer sa dame, empoigner son épée, bien se couvrir de son bouclier et fondre sur le Biscayen fut l'affaire d'un instant pour Don Quixote, bien résolu à vaincre dès le premier coup. L'autre, le voyant passer à l'attaque, mesura son courage et sa détermination, et voulut en faire autant. Il attendit donc l'assaut de pied ferme, bien protégé derrière son coussin, sans pouvoir ni tourner ni bouger sa mule qui, épuisée et peu habituée à de tels jeux, ne pouvait plus faire un pas. Notre chevalier courait donc sur le Biscayen, l'épée levée, avec l'intention de le fendre par le milieu, et le Biscayen l'attendait, l'épée haute, à l'abri de son coussin. Les spectateurs épouvantés redoutaient l'issue des coups terribles dont nos combattants se menaçaient. La dame de la voiture ainsi que ses suivantes invoquaient et priaient tous les saints du paradis et toutes les chapelles d'Espagne, afin que Dieu les délivrât, elle et leur écuyer, de cet effroyable danger. Hélas, ici s'interrompt le récit de la bataille. L'auteur s'en excuse, expliquant qu'il n'a pu trouver la suite des écrits relatant les exploits de Don Quixote. Il est vrai que le second auteur de cet ouvrage a refusé d'admettre qu'une histoire si divertissante pût être abandonnée aux lois de l'oubli, et que parmi les beaux esprits de la Manche, personne n'eût pris le soin de conserver dans ses archives ou ses registres quelques traces de ce fameux chevalier. C'est pourquoi il n'a jamais désespéré de retrouver la fin de cette plaisante histoire, et Dieu aidant, il a réussi comme on le verra dans la deuxième partie. Chapitre 8 terminé.